Dès la fin du XVIIIe siècle, le monde commence à s'enthousiasmer pour la découverte des Alpes. On recherche la nature sauvage, les glaciers éternels, l'air pur, le dépaysement. Le Cervin, avec sa forme si caractéristique, a tout particulièrement attiré l'attention des voyageurs. À défaut de le gravir, il y avait un poste d'observation exceptionnel, le Gornergrat. Sa première ascension serait due au glaciologue écossais, professeur James David Forbes, en 1842. En 1856, le Gornergrat apparaît dans le guide de voyage Baedeker. En 1862, il est répertorié pour la première fois sur la carte du Four. En 1890, soit avant la construction du chemin de fer pour Zermatt, environ 8000 visiteurs se sont rendus à son sommet. L'idée de construire un chemin de fer mûrit peu à peu dans les esprits, mais va encore rencontrer la farouche opposition de la commune de Zermatt, du Grand Conseil valaisan, d'abord par crainte de concurrence avec les guides locaux. C'est pour finir en 1896 que débutent les gigantesques travaux de construction de cette ligne. À cette époque, la gare inférieure a l'air d'être construite au milieu de nulle part. Le trajet est de 9,3 km de long sur 1470 mètres de dénivellation avec des pentes jusqu'à 200 pour 1000. Sur les 2 ans du chantier, 2400 ouvriers s'attelèrent à cette tâche très pénible à cause de l'altitude et des conditions météorologiques. C'est parti pour 30 minutes de montée, temps réduit grâce à la mise en service dès 2006 de 4 motrices doubles. Dès le début de son exploitation, la ligne était électrifiée, aussi une exception pour l'époque. En 2001 cependant, dans un but d'attraction touristique, on organise à l'occasion un trajet avec locomotive à vapeur de Zermatt à Findelbach. Nous sommes 116 ans après le premier voyage qui eut lieu le 20 août 1898. Ce fut très vite un énorme succès et une renommée mondiale pour Zermatt avec le premier train à crémaillère électrique de Suisse. Après le pont sur la Viège, la prochaine difficulté technique fut la construction d'un pont de 90 mètres sur les gorges du Findelbach. On était pressé. On renonça donc aux arches de pierre pour édifier 2 piliers de 48 mètres de haut, recouverts de poutres en fer. L'arrêt à la station de Findelbach est surtout réservé aux randonneurs qui souhaitent parcourir des chemins forestiers qu'ils vont souvent devoir partager avec les adeptes du VTT. Ce sont les 4 premiers kilomètres qui présentent le plus de difficultés techniques. À part le pont, la ligne traverse 4 tunnels de 25 à 200 mètres de long et monte en lacet le long de la pente. Les Arolles, les Épicéas et les Mélèzes jouent à cache-cache avec le Cervin et ses 4478 mètres. L'ascension de sa face nord fait partie des grands exploits d'alpinisme. C'est sa forme pyramidale presque parfaite qui l'a rendu mondialement célèbre. Nous allons faire un premier arrêt à Riffelalp, altitude 2222 mètres, au milieu d'une forêt de pins et d'arolles, dans un microclimat, juste en face du Cervin. Nos ancêtres l'avaient bien compris, c'est l'endroit idéal pour décompresser. En 1884, lorsqu'Alexandre Seiler, pionnier de l'hôtellerie zermattoise, ouvrit son établissement, il disposait déjà de 150 lits. 4 ans plus tard, grâce à la construction d'un autre bâtiment, le nombre montait à 280 lits. Des poètes, musiciens, princes, industriels et politiciens furent tous charmés par le site qui malheureusement fut détruit par un incendie en 1961. En 1997, une joint venture fut créée entre la Société des Hôtels Seiler et la fondation de la famille Sandeau. Ainsi, en 2000, inaugurait-on un 5 étoiles, le Riffelalp Resort, agrandi en 2005. L'établissement est régulièrement cité au premier rang des classements annuels suisses et étrangers.
les tramways de la ligne à voie très étroite, 80 cm, échappèrent à l'incendie, mais ne furent remis en service qu'en 2001. Il y a 2 motrices alimentées par batterie qui font le trajet de l'hôtel à la station du Gornergratbahn pour le transport des clients pendant l'été. Nous atteignons l'altitude limite de croissance de la forêt alpine pour entrer dans une zone de pâturage favorable aux randonnées à pied et en VTT et avec de superbes champs de ski l'hiver. Le Cervin se présente dès lors dans toute sa majesté, image classique de carte postale. Jusqu'en 1927, le train ne circulait que les 122 jours d'été. L'ouverture hivernale fut réalisée dès l'hiver 1928-29, mais seulement jusqu'à Riffelalp. La section au-dessus fut l'obstacle le plus difficile du circuit à cause des avalanches et des congères sur les pentes de Riffelboden. Le déblaiement de la neige était particulièrement coûteux, mais dès l'hiver 1938-39, la ligne fut ouverte jusqu'à Riffelberg, permettant l'accès à de nouveaux champs de ski. Entre 1939 et 1942, on construisit les 800 mètres de galeries par avalanche, ce qui permit dès 1942 un accès hivernal au Gornergrat. C'est à Riffelberg, 2582 mètres, que fut construit le premier hôtel de montagne de Zermatt, ouvert en 1855 déjà, fréquenté en particulier par une clientèle britannique. Un chemin de randonnée porte d'ailleurs le nom du célèbre écrivain Mark Twain. Le train continue sa course dans les pâturages désertés par les troupeaux. Nous sommes à la fin septembre. À l'horizon, un igloo artificiel. En hiver, depuis l'an 2000, une piste de luge est ouverte entre Rothenboden et Riffelberg. Chaque station a plus ou moins sa spécialité. Ici, Rothenboden, 2815 mètres. C'est le point de départ d'excursions alpines en direction du glacier du Gorner, de la cabane Montrose, du massif du Montrose, du Riffelhorn. Pour les moins entraînés, il y a l'observation des bouquetins, de la flore alpine, mais aussi une magnifique randonnée autour du Riffelsee. Au fur et à mesure que l'on s'approche du sommet, le paysage s'ouvre. La station supérieure était autrefois 71 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Voici quelques images qui nous plongent dans l'ancien temps. Elles ont été prêtées par la société Gornergratbahn. De nombreuses installations par câble ont été construites ces dernières années, souvent uniquement fonctionnelles en hiver. Nous voilà arrivés. Le temps de descendre du train, tout le monde se précipite vers la plateforme pour ne rien manquer du spectacle, surtout avec une aussi belle journée sans nuages. Le Gornergrat est réputé pour son panorama sur les Alpes, permettant de voir par beau temps 29 sommets de plus de 4000 mètres. Commençons par le seigneur des lieux, le Cervin, et le glacier du Théodule que l'on voit à sa gauche au pied du Petit Cervin. Ce sont les domaines skiables de la station de Zermatt permettant le ski toute l'année. Le glacier du Théodule et son col à 3316 mètres sont connus depuis la nuit des temps comme lieu de passage vers l'Italie. Quant au Petit Cervin, son téléphérique inauguré en 1979
en fait le plus haut point accessible d'Europe avec ce moyen de transport. Si notre regard se tourne vers la gauche, nous pouvons admirer le massif du Breithorn, 4160 mètres d'altitude, assez facilement atteignable par les alpinistes qui empruntent le téléphérique du Petit Cervin qui les amène déjà à 3820 mètres. Mais il s'agit d'une ascension sur glace. C'est une montagne avec un large sommet, d'où son nom, avec de puissants glaciers qui parcourent son flanc est. Encore plus sur la gauche, notre regard voit successivement de droite à gauche les deux jumeaux Pollux 4092 mètres puis Castor 4223 mètres, le Zwillingsgletscher, le Grenzgletscher, le Lyskam avec ses 4527 mètres. Devant nous, le massif du Mont Rose, entouré du Grenzgletscher à droite et du Gornergletscher à gauche. Il comporte les plus hauts sommets de Suisse, la pointe du Four à 4634 mètres, ainsi nommée en l'honneur du général et cartographe Guillaume-Henri Dufour, et la pointe d'Unan, autrefois Ostspitze, renommée ainsi en octobre 2014 sur suggestion du président de la Confédération Didier Burkhalter, en souvenir des 150 ans de la fondation du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Le glacier du Gorner, le troisième plus grand glacier de Suisse après Aletsch et Fisch, couvre encore 69 km² et mesure 14 km de longueur. Naissant au pied du Mont Rose, il déroule son tapis au pied du Gornergrat et du Breithorn, recevant entre autres les glaciers de Grenz, du Breithorn, du Lac Noir, des Jumeaux et du Théodule. À cette saison, le spectacle des profondes crevasses et des énormes séracs est grandiose. De chaque côté, une moraine, des éboulis et de nombreux ruisseaux qui dévalent en cascade. Ce qui frappe d'emblée, malgré la masse glaciaire encore présente, c'est le recul des glaciers. Depuis la fin du petit âge glaciaire vers 1850, le phénomène a été constant, sauf par place entre 1950 et 1980, mais actuellement tout s'accélère. Éboulements, moraines dénudées, disparition de la glace dans les zones pentues, diminution de l'apport neigeux. Un train arrive ici chaque 20 à 30 minutes, débarquant son lot de voyageurs enthousiastes. Prenons maintenant le chemin qui nous mène au Gornergrat-Kulm pour profiter de la vue nord. Sur la droite du Cervin, en sentinelle, la Dent Blanche, 4357 mètres. Plus à droite encore, l'Obergabelhorn, 4063 mètres. En contrebas, dans sa parure émeraude, le Gornergrat-See. Nous avons ensuite le Zinalrothorn, puis le Weisshorn. Voici le chemin qui nous emmène au Stockhorn, 3532 mètres, un autre domaine skiable de Zermatt. Le téléphérique est hors service à cette saison. Sur le chemin du Kulm Hotel Gornergrat, n'oublions pas d'aller saluer la mascotte Wolli, le petit mouton nez noir. Comme pour l'hôtel de Riffelberg, un tel établissement fut édifié au Gornergrat avant la construction du chemin de fer à crémaillère, soit en 1896 déjà. Devant son succès, un plus grand fut construit entre 1897 et 1907. C'est celui que nous voyons aujourd'hui et cela en fait l'hôtel le plus élevé de Suisse. Étant donné la pureté de l'air, on avait installé dans la tour nord un télescope qui a fonctionné jusqu'en 2005 sous la direction de l'Université de Florence. Encore un petit effort pour atteindre la terrasse supérieure pour une vue à 360 degrés. Au passage, une série d'hommes de pierre, Steinmann, qui contemplent eux aussi les montagnes et glaciers. Chacun se positionne pour avoir une photo avec le Cervin en fond d'écran. On lit, on se repose. Depuis cet emplacement, on aperçoit au loin, de l'autre côté du glacier du Gorner, qu'il est préférable de traverser avec un guide, la nouvelle cabane Mont-Rose, un bijou de technologie l'ayant rendu autonome pour son eau, son électricité solaire et le traitement de ses déchets.
Elle ressemble à un bloc de cristal posé sur le rocher. L'ancienne cabane a été dynamitée. Certains touristes ont choisi un autre moyen de transport, l'hélicoptère. Mais ces appareils ont aussi leur rôle dans l'acheminement de matériel et le secours en montagne. Les chocars qui tournoient autour de l'hôtel n'ont pas cet intérêt-là. Le paysage, ils le connaissent. Ce qu'ils recherchent, c'est la nourriture que leur distribuent les visiteurs et si possible pas n'importe quoi. Mais c'est bientôt l'heure du retour à Zermatt. Nous saluons encore une fois le Cervin qui nous a fait l'honneur de rester entièrement découvert toute la journée.